Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Hervé Bonneau est là, bien sûr. Salut Hervé. Salut Elie. Et aujourd'hui, un sujet de santé publique majeur, l'accident vasculaire cérébral. Chaque année en France, 130 000 personnes subissent un AVC. Première cause de handicap acquis chez l'adulte et troisième cause de mortalité. Un quart des AVC surviennent avant 65 ans et les chiffres sont en hausse. Dans cette émission, nous tâcherons de comprendre pourquoi autant de victimes d'AVC sont encore mal prises en charge, et ce, malgré les progrès médicaux. Pour en parler, Florence Péchery, patiente et vice-présidente de France AVC Île-de-France, est avec nous. Et sur ce plateau également, le professeur Éric Jouvent, neurologue à l'hôpital Lariboisière. Dans le scan, Hervé reviendra sur le rôle déterminant de la prévention, et notre pépite santé, c'est la start-up Aphasix, spécialisée dans la rééducation des personnes aphasiques après un AVC. Santé Future reçoit Mathieu Rainville, son cofondateur. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour professeur Jouvent. Bonjour. Merci d'être tous les deux avec nous sur ce plateau. Professeur, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les deux principaux types d'AVC, expliquer pourquoi chaque minute compte pour limiter les séquelles? Alors l'AVC, c'est une urgence absolue. Le cerveau va être menacé d'être détruit en partie ou en grande partie par un mécanisme vasculaire. Et le mécanisme vasculaire peut être de deux types. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux grands types d'AVC. Soit l'artère se bouche comme elle peut se boucher dans le cœur, soit l'artère se rompt, et ça, c'est un mécanisme qui est spécifique au cerveau. Donc l'AVC ischémique, c'est un mot très compliqué, ou l'AVC hémorragique. Et alors, pourquoi chaque minute compte pour limiter les séquelles? Alors, d'abord, c'est l'agression du cerveau va produire ses effets avec le temps. Et c'est vrai surtout lorsque l'artère se bouche, parce que lorsque l'artère se bouche, il y a une partie du cerveau qui est en souffrance et qui n'est pas encore détruite. Et si on lève cette souffrance, c'est-à-dire que si on débouche le tuyau très tôt, on va pouvoir revitaliser d'une certaine manière le tissu cérébral qui est atteint. Et chaque minute compte, parce qu'on dit que chaque retard de 1 minute, c'est 2 millions de neurones qui meurent. Et alors, pour faire un peu de prévention, quels sont les signaux à bien observer? Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que l'AVC, c'est plein de symptômes différents en fonction de la région cérébrale touchée. Quand on a un problème cardiaque, on va avoir une douleur dans la poitrine et c'est facile à reconnaître. Quand on a un AVC, on peut avoir des choses très simples à reconnaître. Par exemple, si vous avez un côté du corps qui ne bouge pas, si d'un seul coup vous tombez dans la rue et qu'il y a un côté du corps qui ne bouge pas, c'est assez facile à reconnaître. Une douleur dans le bras aussi, on parle souvent de ça? La douleur, c'est plus l'infarctus du myocarde parce que l'AVC, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, structurellement, le cerveau n'est pas innervé. Donc le cerveau ne fait pas mal. C'est pour ça qu'on peut faire un AVC la nuit, pendant qu'on dort, et on se rencontre le matin au réveil. Donc ça, c'est voilà. Ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître les signes les plus importants. C'est le déficit d'un côté du corps, c'est une asymétrie faciale ou c'est les problèmes de langage. Ce sont les principaux signes auxquels il faut s'alerter. Mais on pourra discuter, si on a un petit peu le temps, de signes beaucoup plus subtils. Et on peut probablement pas éduquer tout le monde, mais au moins que chacun soit sensibilisé que sur ces gros signes, il faut pas se poser de questions, il faut appeler le 15 tout de suite. Et Florence, justement, ces signaux, ils sont encore trop peu intégrés par le grand public? Oui, je pense effectivement que le grand public est très sensibilisé à l'infarctus du myocarde parce qu'il y a une douleur. Le problème de l'AVC, c'est que comme c'est indolore, les gens ne savent pas, ils l'ignorent. Vous, ça a été votre cas? Vous n'étiez pas sensibilisé? Non, pas du tout. Professeur, la prise en charge des AVC a beaucoup évolué. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est aujourd'hui l'innovation et en quoi elle change la vie des patients et la rapidité des soins? Alors, peut-être pour parler d'innovation, il faut parler un peu d'histoire. Moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas non plus un ancêtre, mais je ne suis pas tout jeune. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de traitement de l'AVC. L'AVC, c'était des patients qu'on mettait dans des lits à l'hôpital en leur donnant un peu d'aspirine de temps en temps. Et puis, fin des années 90, début des années 2000, tout a changé, où on a eu un médicament qui s'appelle la thrombolyse. C'est une sorte de desktop qu'on met dans les tuyaux bouchés, qui va dissoudre le caillot de manière médicale. Et donc, on a
accompagner ce nouveau médicament de ce qu'on appelle des unités neurovasculaires, qui sont des unités spécialisées dont l'objectif, c'est d'apporter le traitement le plus tôt possible, à la minute près, justement. Et puis après, il y a eu le développement d'autres traitements, et on fait maintenant comme en cardiologie, où on va, en plus du traitement médical, essayer de monter un petit tuyau à l'intérieur même du tuyau bouché pour aider à le déboucher. L'intelligence artificielle et les outils de diagnostic avancés se développent rapidement. Est-ce qu'ils sont déjà utilisés dans la prise en charge des AVC? Alors, ils sont déjà utilisés sur certains domaines très spécifiques, parce que on dit souvent que si aujourd'hui vous commandez votre pizza, vous pouvez suivre en temps réel l'endroit où est le livreur. On fait aujourd'hui des choses extrêmement complexes. Dans la santé, c'est difficile parce qu'en Europe, et en France plus spécifiquement, on fait très attention aux données de santé pour éviter tous les écueils éthiques, etc. Donc il y a beaucoup de barrières au développement à l'intérieur de ces processus de l'intelligence artificielle. Mais par exemple, dans des domaines spécifiques comme la radiologie, quand on fait un scanner, on peut avoir en même temps un certain nombre d'informations qui vont être extraites automatiquement par des algorithmes, par exemple. Ça peut améliorer la prévention? Alors, ça peut probablement améliorer la prévention. On peut imaginer que demain, vous ayez une espèce de... alors, je ne veux pas citer de nom, mais de chatbot qui permettent soit de se filmer quand on sent qu'il y a un problème, soit de dire « j'ai ça, est-ce que je dois appeler le 15 ?» soit de former les gens de manière un petit peu générale, etc. L'intelligence artificielle, elle va servir au fur et à mesure à harmoniser le parcours et à le rendre plus efficient. On pourra en reparler. Ces chatbots, justement, les patients que vous soutenez, vous, avec votre association, est-ce qu'ils vous parlent justement des bienfaits du numérique, de pouvoir s'informer à distance? Non, parce que le patient AVC a beaucoup de difficultés quand il a fait son AVC, donc il a beaucoup de mal à renouer avec tout ce qui est informatique. Florence, la Cour des comptes et la Haute Autorité de Santé ont alerté, il me semble que c'était en octobre, sur le fait que seulement la moitié des patients bénéficient d'une unité neurovasculaire et qu'il existe de fortes inégalités territoriales. Est-ce que vous en mesurez l'impact sur les patients membres de l'association? Alors, j'en mesure l'impact parce que je m'occupe de la permanence téléphonique de France AVC Île-de-France et que je reçois forcément les appels des familles des patients au moment de la phase aiguë, donc avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais il y a quand même des prises en charge qui se passent très bien. Professeur, dans quelle mesure ça impacte la profession, vos conditions de travail, ce manque d'unité? Alors, je ne sais pas s'il y a un manque d'unité parce qu'il y a un maillage territorial. La difficulté, c'est d'offrir à tous les gens, indépendamment de là où ils sont, le même accès aux soins. Si vous êtes très très loin d'un territoire parce que vous vivez à la campagne et que le premier hôpital il est à 1 heure et que les secours mettent 1 heure pour arriver jusqu'à vous quand vous les appelez, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Le chiffre de 50%, il faut le nuancer parce qu'il y a des patients qui ne bénéficieraient pas d'une USINV de toute façon. Un patient qui est... C'est pas toujours nécessaire. Vous avez certains patients qui sont grabataires déjà. S'ils font un AVC, le fait d'aller en USINV, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour eux. Parce que comment est-ce que ça fonctionne? Bon, ça va être difficile de schématiser, mais grosso modo, ces unités, qu'est-ce qu'elles ont de bien particulier? Alors, c'est des unités dans lesquelles il y a une dotation en personnel et en ressources qui est particulièrement importante. Donc, par exemple, une infirmière en soins intensifs neurovasculaires va s'occuper au maximum de 4 patients. Donc, ça va lui permettre de les surveiller de manière très régulière, de mettre en place des traitements, de les adapter le cas échéant, et puis de se délocaliser parce que c'est une situation un peu particulière. Mais le patient qui fait un AVC n'est pas accueilli dans l'unité directement, mais en radiologie le plus souvent, là où on va faire l'imagerie. Donc, il faut déjà emmener le personnel de cette unité pour accueillir le malade. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu particulier. Et c'est ce qui a montré un bénéfice sur la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement de problème de prise en charge, si j'ai bien compris, c'est plus un souci de prévention. Oh, il y a des problèmes de prise en charge. Faut pas tout. C'est ni tout blanc ni tout noir. Il peut arriver qu'il y ait des patients qui nécessiteraient des soins intensifs et qui n'en bénéficient pas parce que il peut arriver qu'il n'y ait pas de place. Il peut arriver. Il y a des grosses fluctuations même quotidiennes. Vous avez parfois des places très faciles et puis parfois vous avez toutes les unités qui sont submergées. Vous allez avoir des patients qui sont pris en charge dans des conditions dégradées. Mais par exemple en région parisienne, ce que je connais le mieux, un patient qui a besoin d'une prise en charge en aigu
Et s'il n'y a pas de place dans l'unité de référence de son domicile, le patient sera quand même pris en charge à l'hôpital avec les traitements, dans une situation qu'on dit dégradée, c'est pas forcément le bon terme, mais par exemple, il va être traité dans une autre unité, là où il y a de la place, parfois au réveil, là où on réveille les patients après une chirurgie, ou ce genre d'organisation. On a un certain nombre d'organisations qui permettent de réagir quand on est complet. Florence, d'après les statistiques, les femmes sont souvent plus touchées par certaines maladies cardiovasculaires. Elles disent aussi que leurs AVC sont parfois moins bien pris en charge, en partie parce que beaucoup pensent encore que c'est une maladie masculine. C'est sur Santé publique France que j'ai trouvé cette information. Est-ce que c'est une idée reçue qui persiste ? L'AVC de la femme n'est pas encore complètement reconnu, je crois. Effectivement, oui, on a des patientes qui se plaignent en disant quand je suis arrivée, on m'a dit c'est pas possible, alors qu'on sait, enfin, je pense que le professeur Jouvent va pas nous dire le contraire, que l'AVC de la femme existe, bien sûr, et avec des causes bien particulières. Mais pourquoi cet imaginaire persiste selon vous et d'après ce que vous voyez, vous ? De même qu'on entend de temps en temps, mais non, à 20 ans, on peut pas faire un AVC, c'est de la méconnaissance. Professeur Jouvent, pourquoi... Déjà, est-ce que vous en voyez les effets sur vos patientes de cette méconnaissance ? Alors oui, on a rapporté... alors, peut-être pour donner un peu de contexte, c'est sûr que le patient qui est hémiplégique, donc qui a la moitié du corps qui ne bouge pas, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, c'est exceptionnel qu'on ne reconnaisse pas l'AVC. Le sexe ne joue pas sur ces formes très caricaturales. Ce qui est là où les femmes semblent être particulièrement sous-diagnostiquées, c'est sur les AVC qu'on appelle mineurs, qui est un mauvais terme, mais ça se définit sur une échelle de gravité. Ça veut dire pas mortel ? Alors, d'abord, l'AVC, c'est pas toujours mortel, c'est à peu près 10 à 15% de mortalité, donc c'est très élevé, mais la plupart des gens s'en sortent. Il y a une échelle de sévérité qui va entre 0 et 42, peu importe, mais quand vous êtes en dessous de 5 sur cette échelle, on appelle ça un AVC mineur. C'est par exemple, vous avez uniquement des petits troubles du langage, ou alors vous perdez la vision d'un côté du champ visuel. C'est ce qu'on appelle un AVC mineur. Et ce qu'on a observé, nous, alors qu'on sait qu'épidémiologiquement, il y a plus d'AVC chez les femmes, c'est que ces AVC mineurs en soins intensifs, notamment dans notre unité à nous, à Lariboisière, c'est uniquement 30% de femmes. Or, elles devraient être plus de 50%. Et du coup, nous, on a une enquête en cours pour essayer de comprendre où se passe ça. On pense qu'il y a probablement une sous-représentation des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il est possible que certaines femmes fassent moins attention à leur santé. Alors on dit que les hommes sont douillets, c'est peut-être vrai. Il est possible aussi que dans le système de santé, quand les femmes arrivent à l'hôpital, elles soient moins souvent prises au sérieux que les hommes. On n'en sait rien, mais c'est une des hypothèses qu'on a. Ou que... Quant à l'AVC spécifiquement ou de manière générale ? Alors, moi, je connais l'AVC. De manière générale, je ne me prononcerai pas, mais... On a lu le même truc sur l'infarctus du myocarde. Donc, bon. Et puis, peut-être qu'une fois qu'elles sont diagnostiquées, elles sont peut-être moins souvent prises en charge. En tout cas, il y a une vraie... sur les formes mineures, il y a une vraie différence et qui fait probablement un impact. Elles sont moins bien prises en charge qu'elles ne le devraient, ça c'est sûr. Une fois que l'AVC est pris en charge, le parcours de rééducation est déterminant. Là aussi, quelles sont les dernières avancées ? Alors, il y a plein d'avancées, mais la rééducation, c'est encore un domaine qui est quand même très manuel aujourd'hui, dans lequel les nouvelles technologies s'impactent de manière progressive, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de contraste entre ce qu'on voit dans la rééducation du quotidien, dans les services de rééducation, où c'est essentiellement les personnels accompagnants, soignants qui apportent la plus-value, et ce qu'on voit à la télévision quand il y a des exosquelettes qui font remarcher des patients. Donc on a l'impression parfois que cette filière-là, elle bénéficie d'inventions incroyables, mais avec retard, parce qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses institutionnelles, beaucoup de retard, etc. etc. Donc, on a besoin encore de faire passer dans la pratique quotidienne des outils qui sont très, très modernes et qu'on a hâte de voir bénéficier aux patients. Et Florence, quel rôle est-ce que vous jouez, vous et votre association, pour accompagner les patients, les aidants ? Alors, nous avons donc cette permanence téléphonique où nous accueillons les familles vraiment au moment de la phase aiguë, quand elles sont vraiment sous le choc. Et dans l'association, nous accompagnons les patients et leurs aidants à la sortie de la prise en charge hospitalière pour les aider à lutter contre
l'envie de repli sur soi, on n'a pas envie d'aller voir les autres, on n'a pas envie de se montrer, on a des difficultés d'adaptation au rythme de la vie. Enfin, c'est très compliqué la sortie de la prise en charge hospitalière pour le patient. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par un soutien psychologique? Ça passe par des groupes d'échange de paroles entre patients, parce que l'échange expérientiel, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour un patient. D'avoir le témoignage d'un patient qui est à 2 ans, 3 ans de sa sortie, ça lui donne des perspectives et il ne les a peut-être pas en tête. Nous leur proposons aussi des ateliers où nous traitons les sujets propres à l'AVC, comme la fatigue, la spasticité, l'autorééducation, pour aider les patients C'est quoi, la sur spasticité? La spasticité, c'est une réponse involontaire. Je vous laisse. C'est une raideur, c'est juste une raideur. C'est une sorte de compensation pour le côté déficitaire où le bras va se mettre en flexion un peu forcée au membre supérieur et en extension au membre inférieur. C'est une raideur. Mais ça peut être la jambe, le pied, donc ça peut être très très handicapant et invalidant pour le patient. Et puis, nous les stimulons à la reprise d'une activité physique. Donc, nous leur proposons 9 activités sportives, on va dire, aussi bien la Zumba que la boxe adaptée. Enfin, tout est possible après l'AVC. Donc, et ça, la reprise de l'activité physique après, c'est très important. Et puis surtout, il faut garder à l'idée que la rééducation, elle ne s'arrête pas à la sortie du centre de rééducation. Patient AVC un peu volontaire qui va continuer une activité physique, une stimulation cognitive, il va continuer à récupérer des années après. Merci à tous les deux. Restez avec nous, c'est l'heure du scan. Hervé, tu nous dis que la majorité des AVC pourraient être évités si on suivait juste nos chiffres vitaux et que ça ne coûterait en fait que de faire attention à soi. C'est vrai, on a parlé de l'AVC installé et tout ce que vous avez dit est très intéressant. Mais il y a évidemment la prévention primaire de l'AVC qui est un sujet qui passe un peu sous les radars, je trouve. Et pourtant, on sait qu'il y a des facteurs de risque bien connus, dépistables, traitables, évitables. Mais étrangement, on entend encore dire « Ah, l'AVC frappe sans prévenir ». C'est assez faux quand on connaît l'existence des facteurs de risque. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'enquête sur la connaissance des Français sur les facteurs de risque cardiovasculaires et d'AVC. Que tout le monde connaît, l'hypertension artérielle, la fibrillation atriale, l'obésité, le tabac, tout ce que vous voulez. Voilà, les Français sont pas au courant. Et alors à Noël, je me suis dit au réveillon, cherchons un sujet de conversation. Donc j'ai testé autour de moi. Personne ne sait. C'est quoi les chiffres de pression artérielle? Le LDL, cholestérol, je ne sais pas trop. Et voilà. Donc si déjà l'hypertension artérielle, on l'appelle le tueur silencieux. Il doit y avoir une bonne raison. Je lis dans la Société française d'hypertension artérielle qu'il y a 6 millions de Français hypertendus qui ignorent totalement qu'ils sont hypertendus. C'est quand même assez hallucinant. Il y a 17 millions d'hypertendus, 6 millions qui s'ignorent. Et eux, ils sont quand même candidats, hélas, pour eux, à faire un accident vasculaire cérébral. Il faut dire que prendre 3 fois la pression artérielle en médecine de ville à 5 minutes d'intervalle, pour 30 €, c'est un peu compliqué. Il faudra peut-être que politiquement, on accepte que bon, c'est pas si simple. Et ça n'est pas, de mon point de vue, la journée mondiale de l'hypertension artérielle, qui tout le monde ignore, qui, une fois par an, va mobiliser les 6 millions de patients qui s'ignorent. Le deuxième, c'est la fibrillation auriculaire, la fibrillation atriale, facteur de risque bien connu des médecins. Et pourtant, je ne connais personne qui vérifie son pouls et pour voir s'il est régulier ou irrégulier. Ça paraît pas fou à faire, c'est pas très compliqué. Et on n'en parle surtout jamais. Il n'y a jamais eu de campagne. Moi, je trouve ça très bien qu'on fasse le cancer colorectal, etc. Mais la fibrillation atriale n'intéresse personne. Alors, le cholestérol, mauvais sujet au pays des 3000 fromages. Vous savez, ça, faut pas en parler. Il y a même des professeurs célèbres qui ont été félicités par l'ordre des médecins. C'est-à-dire que les deux avaient raté cardio. Il y en a un qui était pneumologue et l'autre qui était urologue. Vous voyez de qui je parle. Eux, ils se disaient, ça sert à rien. Les statines, c'est inventé par les labos. Et bon. Les statines, c'est très documenté, ça fait baisser le LDL, ça prévient les accidents cardiovasculaires. Voilà, c'est comme ça. Le cholestérol, il y a le mauvais et il y a les statines, mais les deux sont pas bien. Alors, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'on a tous en tête plein de chiffres. Vous avez le digicode pour rentrer chez vous, pour rentrer au bureau, votre cave, votre numéro de Flying Blue, si vous êtes sur Air France, votre numéro de Sécu, le 15 qu'il faut appeler. On en a plein des numéros. Mais alors, encore une fois, si on demande aux gens autour de nous, c'est quoi votre taux de glycémie à jeun? Je ne sais pas. Votre fréquence cardiaque, vos chiffres de pression artérielle, l'IMC. L'obésité est un facteur. On ne sait pas. Et donc, j'ai une proposition à faire à la ministre de la Santé, je précise parce que ça change souvent, qui ne m'a rien demandé d'ailleurs. Pourquoi on ne fait pas une campagne de prévention? Une campagne de prévention sur tous ces facteurs de risque. Ça coûterait, je vous le fais au pif, 10 millions d'euros.
Vous avez vu elle a été recommandée par le rapport de la Cour des comptes. Oui, mais vous avez vu aussi que comme on n'a pas de budget, elle a été finalement reportée à après les élections. Donc en tout cas, voilà une campagne publicitaire. Mettons que ça coûte 10 millions d'euros. Vous pouvez me dire 12, 15, je ne sais pas. Je lis que le coût de la prise en charge des AVC en France coûte 9 milliards. Donc il y aurait peut-être de quoi financer. Je ne dis pas qu'on éviterait 100% des AVC, évidemment. Enfin, on éviterait déjà quelques-uns, que ça serait pas mal. Et donc, pour conclure, tu nous invites à sortir de France. Bah oui, parce qu'en fait, le Lancet a publié une étude internationale sur le stroke. Eh bien, dans cette étude, ils disent que le nombre de strokes, d'AVC, va augmenter dans le monde de 50% entre 2030 et 2050. Et la principale cause, c'est que dans le monde, on ne connaît pas les facteurs de risque des AVC. Donc l'AVC, c'est un défi mondial. Merci beaucoup Hervé. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui freine la sensibilisation, une sensibilisation plus massive du grand public, selon vous? Et en réaction plutôt à la chronique d'Hervé. Non, je pense que ce qui est compliqué, c'est que l'AVC, c'est une maladie compliquée. L'infarctus du myocarde, c'est très simple. Même quand on n'en a jamais entendu parler, qu'on a une douleur dans la poitrine, on appelle le 15. Donc, sensibiliser au fait qu'il ne faut pas faire de bêtises, c'est facile. L'AVC, c'est très méconnu. Donc, il faut organiser ça. Pour l'hypertension artérielle, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais même ceux qui font un AVC et dont on essaye de contrôler la pression artérielle dans nos cohortes, on arrive à 40% de contrôle optimal à 6 mois. Donc, c'est aussi un problème. Alors, les nouveaux outils vont y arriver, par exemple les montres connectées, etc. Mais ces nouveaux outils, c'est pour les jeunes qui sont les moins à risque. Ouais. Donc, il faut cibler ceux qui sont plus à risque. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Professeur Éric Jouvent, neurologue à l'hôpital Lariboisière. Merci à vous, Florence Péchery, patiente AVC et vice-présidente de l'association France AVC Île-de-France. Hervé, tu restes avec nous, bien sûr. On passe à la pépite santé. Et place à la pépite santé. J'accueille Mathieu Rainville. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Aphasix. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Aphasix ? En fait, pour comprendre l'aphasie, il faut juste comprendre un peu la genèse. La genèse, il faut savoir que l'aphasie, c'est ce qui arrive après un AVC, d'accord ? Donc, c'est la perte totale ou partielle de la parole. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Pierre Delinage, mon ami d'enfance, qui a fait un AVC il y a 4 ans et qui a fait une aphasie, donc perte totale de la parole, plus possibilité de parler avec ses amis, avec sa famille et perte de son emploi. Et en fait, Pierre a été tout de suite confronté à deux sujets. Le premier, c'est se rééduquer tout de suite, rapidement, de façon intense et tous les jours. Et le second, c'est un manque chronique d'orthophonistes, puisqu'en France, il y a 25 000 orthophonistes. Et il n'y en a que 2500 qui travaillent sur l'AVC, sur l'aphasie. Il y a 300 000 personnes qui ont fait une aphasie en France. Et donc, de fait, il y a un manque criant de personnes. Donc, Pierre a eu une intuition. Et avec Carole, Pierre et moi-même, nous avons créé Aphasix avec l'idée de redonner la parole à ceux qui l'ont perdu. C'est quoi Aphasix ? C'est une plateforme digitale de rééducation qui a 3 piliers. Le premier, c'est de la rééducation, des exercices de rééducation. Le second, c'est de l'information pour les patients aphasiques. Qu'est-ce que c'est que l'aphasie ? Comment ça se passe ? Comment je peux être aidé ? Et le troisième, c'est un esprit communautaire parce qu'il faut absolument que les personnes aphasiques qui sont isolées puissent retrouver du lien. Donc cette plateforme, elle permet aux personnes de se rééduquer tous les jours à la maison. C'est des exercices qui sont dopés à l'IA, qui permettent d'avoir des parcours personnalisés et de vraiment atteindre notre objectif qui est de redonner la parole à ceux qui l'ont perdu. Donc en fait, la rééducation, si je comprends bien, la rééducation quotidienne, c'est déterminant. En fait, c'est un peu comme quand on fait du sport. Il faut absolument... la première chose, c'est se rééduquer tout de suite dès la phase aiguë, de recommencer le travail. Et c'est un travail quotidien. Aujourd'hui, il y a 40 000 cas d'aphasie en France toutes les années. Il y a 30 000 personnes qui ne sont pas traitées parce qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes. Et ceux qui sont traités vont faire 2 séances par semaine. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire tous les jours. Pierre nous le dit tous les jours. Lui, il a travaillé tous les jours et ça lui a permis de retrouver la parole. Donc, effectivement, c'est tous les jours qu'il faut le faire. C'est de façon intense, de façon organisée. Et en fait, entre les séances d'orthophonistes, pour ceux qui ont la chance d'avoir des orthophonistes, ou sinon, c'est pouvoir se rééduquer. Et donc, c'est du sur-mesure en fonction de chaque patient. Alors, en fait, c'est du sur-mesure en fonction de chaque patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle, donc on a l'intelligence artificielle qui va nous permettre plusieurs choses, qui va nous permettre de faire
un parcours personnalisé pour chaque patient. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, par sa connaissance, va pouvoir personnaliser votre parcours. Et il sera différent pour un patient ou l'autre. L'intelligence nous permettra de dire, et on fait ça avec le centre Borelli, donc un centre de recherche-développement, il va nous permettre de personnaliser, de dire quel est le prochain exercice le meilleur pour vous, qui sera différent pour d'autres. L'intelligence artificielle va aussi nous permettre de personnaliser, c'est-à-dire de rendre la rééducation qui est longue, qui est pénible, c'est difficile, c'est vraiment un combat de tous les jours, la rendre plus personnalisée parce que je vais travailler sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Elle va rendre la plateforme conversationnelle, c'est-à-dire un échange, et la plateforme va pouvoir de façon intelligente vous répondre et vous donner du feedback sur ce que vous faites. Ce qui est très important, c'est d'avoir du feedback. Donc effectivement, toutes ces technologies, et on travaille aussi grâce à la technologie sur toute la partie de la reconnaissance vocale, parce qu'il faut absolument avoir une reconnaissance vocale de top niveau. Donc on travaille aussi avec des spécialistes de la reconnaissance vocale, parce qu'il faut que la reconnaissance vocale puisse adapter aux réponses du patient et comprendre si ce qu'il dit est un mot juste ou pas juste, ou comment, ou à quel niveau d'efficacité et de rendement il est. Et vous avez des partenariats avec des institutions de santé, le corps médical? Alors aujourd'hui, ça vous a pas échappé, merci pour la question. Nous, on n'est pas des médecins, donc Carole, Pierre et moi, on n'est pas médecins, on n'est pas du métier. Ouais. Et on apporte la brique technologique et la brique de plateforme. Aujourd'hui, on s'appuie sur un comité scientifique qu'on a créé, donc, qui est dirigé par le professeur Damien Ricard, donc, qui est chef de service de la neurologie à l'hôpital Percy de Clamart. Et puis, on a aussi le professeur Christian Denier du Kremlin-Bicêtre, et puis des orthophonistes, et puis des neuropsychologues qui, eux, vont nous donner la marche à suivre, vont nous donner le contenu sur lequel nous, on va mettre le layer technologique, mais c'est eux qui vont nous donner le contenu, qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la roadmap. Vous travaillez main dans la main, quoi. Et on travaille main dans la main. En fait, on applique ce qu'ils nous disent d'appliquer, et on met en route, et on digitalise ce qu'ils nous demandent de faire. Hervé, la dernière question te revient. Ouais, j'ai une question économique. J'imagine que ça a un coût pour le patient de se connecter à votre plateforme. Enfin, et ça va être remboursé, ça va être pris en charge par la Sécu, les mutuelles, les deux. Alors, ça a un coût, effectivement. En fait, nous, on est une start-up, on est fondé, on a de l'equity, donc on a des investisseurs. Mais la plateforme, donc c'est un modèle ce qu'on appelle B2B SaaS. Donc, c'est les patients vont payer pour la plateforme. Elle va être gratuite pour les orthophonistes, gratuite pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, elle coûte 19 € par mois, elle coûtera 39 €, un peu moins qu'une séance d'orthophonie. C'est un peu comme ça qu'on a fait le business model. Et aujourd'hui, elle n'est pas remboursée parce qu'on va travailler. On a été commercialisé il y a 3 mois seulement. Et il y a un succès qui est absolument énorme. Donc, on est ravis par les premiers pas que fait Aphasix. Mais on va continuer à travailler, à développer la plateforme. Donc, on va lancer une étude clinique en 2026-2027. À l'issue de cette étude clinique, on pense avoir les premiers remboursements par les mutuelles pour arriver à l'horizon 2028-2029, parce que ça prend du temps, d'avoir ces remboursements, avoir un remboursement par la CPAM. Il faut savoir que on a parlé de coûts de 9 milliards dans l'émission sur les AVC. On estime qu'entre 500 millions et 1 milliard d'euros de coûts à la France de l'aphasie. Donc, si jamais on peut mettre en place des systèmes qui permettent à des milliers de personnes de se rééduquer, de revenir à l'emploi, de reprendre un rôle dans le tissu social, ça a un effet énorme pour la société et pour le coût, et encore plus pour les patients, parce que c'est évidemment notre focus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Rainville, CEO et cofondateur d'Aphasix. Désolé, Hervé, c'est la fin. Merci à toi, Hervé, comme toujours, et merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.